OK, bon. Donc, on a vu la semaine dernière un certain nombre de choses par rapport au Sketcher. OK? Et on n'a pas nécessairement fait tout le tour de tous les outils. On va continuer à en voir quelques-uns. Le but étant de vous donner la plupart, ou en tout cas la totalité des outils qu'on retrouve dans le Sketcher, parce que c'est quelque chose que vous allez avoir employé tôt ou tard. Donc, on va aller faire un petit peu là-dedans. Sauf que, comme on a déjà vu, je ne referai pas nécessairement le tour des outils qu'on connaît, mais c'est surtout que je vais commencer à rajouter des commandes au niveau de la modélisation 3D et de la façon de faire sur un modèle. Donc, on avait travaillé la dernière fois principalement sur les contours prédéfinis. OK? Je peux peut-être revenir rapidement là, sur l'outil de contour parce que j'ai eu des questions là-dessus au dernier cours, puis je veux juste être sûr que c'est clair pour tout le monde parce que c'est un excellent outil là, à développer. Et quand je vous montrais tout à l'heure, par exemple, le contour de la coupe, techniquement, si vous êtes à l'aise, vous pourriez faire tout ça avec un clic là-dessus, puis vous roulez votre contour, puis à la fin, vous mettez vos contraintes, puis ça fonctionne. OK? Mais, en pratique, ça va prendre une couple de clics pour y arriver. Donc, l'outil de contour. Je vous rappelle deux choses. D'abord, c'est que ça vous permet de travailler de façon continue. Mais deux, c'est que vous avez des options ici dans la barre d'outils d'esquisse qui sont importantes à garder à l'œil parce que c'est ici que vous allez être capable de changer les comportements de l'outil si vous ne maîtrisez pas l'usage de la souris. Donc, comment ça fonctionne avec la souris? C'est que si je fais des simples clics avec le bouton de gauche et que je fais ça rapidement, ben, je fais des segments. Donc, clic, 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 clic et clic. Sauf que, je ne clique pas tout de suite là. Si je veux rajouter au segment que je suis en train de faire un arc qui va être tangent à son extrémité, quand je clique, je garde le bouton enfoncé. Je déplace mon curseur, ce qui me donne cette boîte-là, et ce qui me donne, quand je relâche le bouton, un arc tangent. OK? Et là, à ce moment-là, si au bout de l'arc tangent, je clique et j'enfonce le bouton en le gardant enfoncé et je crée un autre arc tangent au bout du segment courbe. OK? Et si au bout de ce deuxième arc-là, je clique rapidement, je retombe en mode ligne. OK? Vous êtes capable de voir le comportement de l'outil ici. Ce qui est orange et ce qui est actif. Donc, j'ai un clic ici, je suis en mode ligne. Mais ici, je voulais faire un arc tangent et j'ai manqué mon coup, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Je peux venir passer en mode arc tangent ici. Et je vais continuer de la même façon. Comme si je voulais constamment être sûr que je vais faire un et l'autre, ben, je vais y aller par les options de la barre d'outils, outils d'esquisse. Maintenant, si j'ai à faire un arc, pas tangent, mais un arc qui passe par 3 points, qui est la prochaine option, le point qui est déjà sélectionné, OK, là où la ligne commencerait, est mon premier point. Le deuxième point est ici, le troisième point comme ça. Donc, si je veux faire constamment des arcs par 3 points, bien là, je dois venir chercher mon option dans la barre d'outils, mais je peux faire des ballons comme ça si ça me tente. OK? Donc, ça, c'est l'outil contour ou profile en anglais. Et c'est un outil que ça vaut la peine de travailler un petit peu pour être confortable avec. Maintenant, si on avait passé à travers tous ces outils-là, on va aller voir au niveau des cercles. Qu'est-ce qu'il y a? Voyons. Donc, je vous rappelle qu'on peut sortir les sous-barres d'outils en cliquant sur la petite flèche noire et en ramassant la barre d'outils par l'espèce de ligne verticale qu'on a ici. Donc, je vais faire pareil pour les splines, pour les coniques, pour les lignes et pour les points, pardon. Donc, on va aller voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ça fait qu'au moins nos outils de dessin seront complétés. Donc, si on parle de cercle, OK, dans tous les cas, quand vous allez voir dans votre barre d'outils des boîtes d'édition, ben, vous avez les possibilités de régler les centres, OK, par coordonnées, les coordonnées du centre, c'est-à-dire
mais vous avez surtout la possibilité de régler tout de suite le rayon de la valeur à la valeur que vous voulez. Vous entrez une valeur numérique, vous tapez Enter, vous venez de geler cette valeur-là. Donc, je suis en train de créer un cercle de rayon 1 pouce ou de diamètre 2 pouces quelque part. C'est sûr que je vais cliquer, ça va être terminé. Et la contrainte va se rajouter. OK? Maintenant, si j'utilise l'option qui est ici, j'ai un cercle 3 points, je pourrais encore aller me déterminer une valeur de rayon, mais ça veut dire que si je me donne des points qui sont trop éloignés par rapport au rayon que je veux rentrer, ben, je vais avoir un problème. Mais sinon, 3 points vont me permettre de tracer un cercle. OK, par exemple, je vais me faire une ligne là, je vais me faire une ligne là, je vais me faire une ligne là. Et je venais passer un cercle 3 points par l'extrémité ici, l'extrémité ici et l'extrémité là. OK. Donc, j'ai respecté mes 3 points. Un cercle par coordonnées, c'est simplement que je vais avoir la possibilité de rentrer dans une table la valeur en X, la valeur en Y et la valeur du rayon, donc 1 pouce à une distance de 3, une hauteur de 2. Ça me crée mes contraintes. C'est l'avantage de la fonction. Si j'ai ça à faire. OK? Un cercle tritangent. Donc, c'est purement mathématique, mais c'est juste que c'est le logiciel qui fait le job. Je veux tangent ça, tangent ça, tangent ça. Donc, ça me calcule le cercle qui répond à ma condition. Un arc par 3 points, même principe que tantôt, sauf que mon premier et mon dernier point vont servir à délimiter l'arc de cercle que je suis en train de créer. Mais je vais quand même avoir ça qui passe par 3 points. Un arc par 3 points, mais où au lieu de régler la forme de l'arc par le 3e point, on va le régler par le 2e. Donc, je m'en viens ici. OK? Donc, première extrémité de mon... Voyons. Première extrémité de mon arc, dernière extrémité de mon arc, et je fais passer mon arc par ce point-ci. C'est simplement dans l'ordre dans lequel vous allez vous rentrer vos points que la différence se fait. Et vous avez ici finalement un arc où on vous demande de placer un centre, de tracer le cercle duquel vous voulez faire votre arc. Et là où vous allez cliquer pour votre cercle, vous allez commencer votre arc et vous allez le terminer sur un autre clic. OK? Donc ça fonctionne un petit peu là, comme l'outil de trou oblong en arc qu'on a vu déjà. OK? Donc ça c'était pour les arcs. Une spline. Donc une courbe spline se caractérise, parce que là on utilise, on n'entrera pas dans tous les détails de ça, mais on utilise des types de B-spline, NURBS, pour être en mesure de faire le travail. Et qu'est-ce qui est intéressant d'une NURB ou d'une courbe spline, c'est qu'on a d'abord la possibilité de passer par, de créer des formes complexes, OK, courbes, et d'avoir un contrôle local sur nos modifications. Donc, si par exemple, je suis en train de faire le parcours d'un tuyau qui serait à plat, OK, un tuyau dans le plan, et que je me rends compte que ici j'ai un problème parce que j'ai un composant et que je dois passer à côté, bien, il m'est possible de changer la position de ce qu'on appelle un point de contrôle, OK, sans nécessairement altérer de façon phénoménale ce qui se passe autour. Donc, c'est sûr que quand je vais déplacer ce point-là, vous allez voir que ça bouge un peu ici, ça bouge un peu là. Mais ici, ça bouge à peu près pas. Et ici et là, ben, ça bouge pas tant que ça. Regardez, là. Là, ça bouge un peu, mais c'est pas dramatique. OK? Donc, ces points-là qu'on voit comme carrés sont des points de contrôle. S'il est requis, d'une façon quelconque, de contraindre notre courbe, il est possible de revenir sur la courbe et d'éditer son menu de définition comme ceci, et je vais avoir
l'éditeur qui me présente pour chacun des points. Okay? Donc, le premier point, ma courbe a été définie par 6 points. Et à chaque fois que je prends un nouveau point de contrôle, on voit que le point devient orange. Donc, à chacun de ces points-là, si ça me tente, je peux définir une tangence. Qu'est-ce que ça va faire? Je vais le faire pour les deux points limites. Ce que ça va faire, on le voit mieux ici, mais j'ai exactement la même chose là, c'est juste que c'est presque sur la courbe. J'ai un petit vecteur ici. OK? Donc, je pourrais, une fois que j'ai appelé la tangence de mon point de contrôle, venir créer une contrainte avec un élément existant et demander, par exemple, un parallélisme. OK? La même chose ici. Si, par exemple, je fixe peut-être ceci au départ, par contre, je vais venir prendre le petit vecteur qui est ici, la ligne qui est là, et je vais demander un parallélisme encore. J'aurais pu lui demander une cotation angulaire, mais c'est surtout que j'ai un élément linéaire au bout de ma courbe pour pouvoir travailler. OK, bonjour. Donc, c'est l'intérêt qu'on a à travailler avec des splines. On peut travailler nos formes de façon complexe. Une chose par contre, notez que je peux, si je cherche à définir exactement ma forme, créer des contraintes avec chacun des points de contrôle de ma spline. Et ça, par exemple, si je reviens dans les exemples de pièces et que je regarde le gasket, pas le gasket, mais le camshaft, sheet 2, non pas sheet 2, sheet 3 probablement. Ouais. Sheet 3 du camshaft, c'est la forme du cam qu'on veut sur le camshaft. Et la façon dont ce cam-là est fait, c'est qu'il y a une partie qui est un demi-cercle et l'autre partie, ben, qui est une forme faite avec une spline. D'accord? Donc, la façon de faire pour cette forme-là, ben, c'est de se faire une série de lignes de construction à tous les 10 degrés et de venir placer les points de contrôle de notre spline aux positions qui sont données. Donc, on a les valeurs à chacune des positions à partir du centre. C'est l'équivalent d'un rayon, disons. OK? Donc, c'est comme ça qu'on va faire le cam dans ce contexte-ci. Maintenant, je reviens à ma spline ici. Si je contrains tous mes points de contrôle et qu'à un moment donné, j'ai une modification majeure à faire qui dit, ouais, ben pour définir ma forme, il faudrait que je vienne faire une balloune ici. Donc, j'aurais besoin de 3-4 points de contrôle de plus dans ce coin-là. OK? C'est sûr que je peux revenir sur mon éditeur de... En fait, ce que je peux faire, c'est venir me créer les points en question. Clic, clic, clic. Et venir après ça dans mon éditeur de spline. Dire, OK, ça c'est mon point de passage 3. Ajouter après le point de passage 3 ce point-là et ce point-là. Je peux faire ça. OK? Mais, dans certains cas, je vais avoir tellement de modifications à faire que je vais peut-être décider de effacer ma spline puis me refaire une nouvelle spline. Si je fais ça et que j'ai contraint mes points de contrôle, on leur dit ciao, bye. OK, toutes les cotations vont être parties. Donc, ce que je vous recommande de faire, puis c'est simplement ma façon à moi, là, mais en tout cas, dans plusieurs des cas que moi j'ai utilisé ça, j'ai trouvé ça pratique, c'est que je vais me faire un certain nombre de points de construction que je vais contraindre et par lesquels, par la suite, je vais venir passer ma spline. Et ici, j'ai oublié d'enlever l'option de construction, c'est pas grave, je le changerai après, ça va revenir correct. Donc, j'ai ma spline ici, comme ça. Donc, en ayant déposé ma spline sur des points de construction, si jamais j'ai à faire un gros changement et que je veux effacer ma spline, puis rajouter des points, puis continuer, ben, mes contraintes restent en place. Puis je peux à ce moment-là venir rajouter 2-3 points, puis
venir repasser ma spline à travers ces points-là. Ça dépend toujours de ce qu'on fait. OK? Donc, c'est l'idée des points de contrôle par rapport à une spline. Mais c'est discrétionnaire, c'est vraiment comme vous le désirez. Prochain outil qu'on retrouve encore dans la barre des splines, parce que c'est un outil qui est une courbe calculée, si on veut, c'est l'outil qui s'appelle Connect ou raccord. Un raccord va me permettre, à travers un certain nombre de sous-options, de partir d'un point, me rendre à un autre point, en étant tangent aux éléments auxquels les points appartenaient. OK? Donc, c'est sûr que quand on va utiliser un raccord comme ça, on ne veut pas nécessairement définir une géométrie qui mesure 1,5 mille ou 3 km, OK, entre deux éléments, parce que je n'ai pas d'autre contrôle sur ma géométrie que la tangence avec les éléments de départ. Donc, si j'ai un connect comme ceci, ben, tout ça, c'est géré par la tangence à cet élément-ci et à cet élément-là. Ce qui est correct, mais peut-être qu'en réalité, j'aurais mieux aimé une courbe qui aurait eu une apparence peut-être un petit peu plus, attends un peu, là, je vais juste faire de quoi à l'œil, mais quelque chose qui aurait peut-être été un petit peu plus... comme ça, que j'aurais fait avec une spline. OK? Là où un connect est utile, et j'ai encore employé ça pas plus tard qu'hier, mais en 3D par contre, c'est-à-dire que je travaillais sur un modèle surfacique, c'est que il va arriver dans certains cas que vous allez faire une géométrie, ou surtout que vous allez peut-être retirer de la géométrie d'un modèle 3D existant, d'un modèle IGES ou quelque chose du genre, et que vous allez peut-être avoir quelque chose comme ce qui s'en vient à gérer. C'est-à-dire deux éléments qui sont très près l'un de l'autre, qui ne sont pas nécessairement collinéaires, et où on a un problème ici, là, parce que si vous imaginez tout le reste du contour fermé, bien ici c'est une discontinuité, là. OK, j'ai un trou ici. Donc, une façon que je trouve clean d'utiliser le connect, puis que je trouve utile surtout, c'est que souvent ce que je fais, en fonction de la géométrie, parce qu'on parle de, tu sais, j'ai une superposition que j'ai faite très grande, là, mais très souvent, là, ce que je dessine ici, là, comme cercle, ça fait 5 millièmes de diamètre. OK? Donc, à 5 millièmes de diamètre, là, je suis en dessous d'une tolérance d'usinage, donc je ne me casse pas la tête avec les résultats. Donc, très souvent, ce que je vais faire dans un contexte comme ça, c'est que je vais venir utiliser l'effaceur pour nettoyer les contours, comme ceci, et je vais faire disparaître ça, avant de venir réassurer ma continuité avec un connect. Ça peut donner un petit swing, là, mais c'est normalement un swing qui va être accepté par une opération qui va suivre par la suite. OK? Puis ça ne me crée pas d'arrêt de vivre. Donc, c'est souvent une section. Puis en fait, si je voulais avoir moins de swing que ça, tout ce que j'aurais à faire, c'est d'aller couper un peu plus loin. OK? Parce que si on garde ce swing-là, mais que je dis OK, à la place, je vais venir relimiter ici, et je vais aller relimiter là, et que je fais un nouveau connect ici et là, c'est déjà beaucoup plus linéaire. Donc, on a une certaine latitude. Ça dépend de ce qu'on est en train de faire, mais l'outil est là pour ça. Et c'est utile pour ça. OK? Je connecte là. D'accord? OK. Hop. Maintenant, les coniques. Les coniques, il y en a deux qu'on peut... Ben, il y en a un qu'on utilise plus fréquemment. Le deuxième, on l'utilise de temps en temps. Le troisième, quatrième, c'est un petit peu fancy comme option, mais on va aller voir qu'est-ce que ça fait. Donc, le premier, c'est évidemment l'ellipse. L'ellipse qui va me donner toute une boîte de dialogue ou une boîte d'outils d'esquisse parce qu'on a un certain nombre d'options là-dedans. Première chose, c'est de localiser le centre.
Deuxième chose, de déterminer la longueur du grand axe de l'ellipse. Troisième chose, de déterminer la longueur du petit axe de l'ellipse. Et j'ai une ellipse. Quand vient le temps de contraindre mon ellipse, j'ai évidemment à contraindre la position du centre. Pour coter les axes de l'ellipse, quand vous allez sélectionner l'ellipse la première fois, vous allez habituellement obtenir la longueur du grand axe, qu'on peut donc modifier. Si vous recotez l'ellipse, vous avez encore le grand axe, donc ce qui apparaît entre parenthèses parce que vous êtes en train de surcontraindre. On le sait. Donc, on vous dit, ceci, ça va être une mesure. Donc, ça ne me donne absolument rien. Sauf que je commence avec ça, je clique avec le bouton de droite et je demande le demi-petit axe. Ce qui va me donner ceci. Que je peux maintenant modifier aussi. Donc, j'ai coté la longueur de mes axes et j'ai coté la position de mon centre, mais mon ellipse est toujours blanche. Pourquoi? On sait que lorsque c'est vert, c'est isocontraint. Donc ici, ce n'est pas isocontraint encore. J'ai mes dimensions pour mes axes. Qu'est-ce qui manque? Le centre est ici. Le centre est par défaut au milieu de cette longueur-là et au milieu de cette longueur-là. Ici, on ne le voit pas bien parce que la contrainte qui devrait être là n'existe pas et c'est embêtant de faire ceci. OK? Mais ce qui vous manque, c'est un angle. Parce que si vous mettiez votre ellipse à 45 degrés, ben, elle aurait tourné, mais j'ai toujours pas une ellipse verte. La façon, puis c'est pas dramatique là, elle ne bougera pas. OK? Mais si vous voulez une ellipse isocontrainte, lors de la création de votre ellipse, indiquez l'angle que vous voulez. OK? Les grandeurs de rayons et de grands et de petits rayons, oups, de grands et de petits rayons ne sont pas critiques. Mais si je fais maintenant ceci et cela, notez que c'est une drôle de façon de faire, là, mais je suis en train de coter un point, mais en fait, je suis en train de coter le grand axe de l'ellipse par rapport à l'horizontale. Et là, si je rajoute mes positions, ou mes contraintes plutôt, par rapport au centre, par rapport au grand axe et au petit axe, là, je vais avoir une ellipse verte. J'ai coté le centre, le point du centre, oui, effectivement. Mais cette cotation angulaire-là, c'est que si je ne l'ai pas faite en créant mon ellipse, après ça, je n'ai pas vraiment de façon de me créer des éléments de construction puis m'accrocher dessus. Donc, si j'ai un risque de mettre une ellipse à un angle donné, je ne la fais pas bêtement en cliquant deux points. Parce qu'elle va être à 0 puis je ne pourrais pas remodifier ça par après. Là, je l'efface, je la recommence. Donc, si j'ai une chance, si j'ai une possibilité de la mettre quelque part, je suis peut-être mieux de la mettre à 5 degrés. Donc, au moins, en créant mon ellipse, j'aurai cette cotation-là que je peux tenter de mettre à 0, qui suit, ça a l'air fou, là, mais j'ai un 0 ici, mais que je peux par la suite éditer à 15 degrés si ça me tente. OK? Donc, c'est l'idée, là. C'est que si vous pensez qu'à un moment donné, vous faites un design où vous faites une ouverture elliptique que vous voulez faire peut-être éventuellement à un certain angle, vous êtes mieux de la faire angulaire au départ, de mettre votre angle à 0 pour pouvoir venir rééditer. Sinon, au pire, ben, vous effacerez l'ellipse que vous avez faite à 0, vous en ferez une autre angle, mais l'idée est là. D'accord? Donc, ça, c'est pour l'ellipse. Et c'est ce qui est le plus simple. La prochaine est intéressante.
La prochaine est une parabole par foyer. Et une parabole par foyer, ce que ça vous demande, c'est... Et là, je vous fais porter une attention particulière sur ce qui se passe en bas à gauche de votre écran. Parce que depuis le début, vous n'avez peut-être pas noté ça. Moi, ça m'a pris un certain temps avant d'allumer là-dessus. Là. Mais à chaque fois que vous allez utiliser n'importe quelle des options là-dedans, Katia vous lance des messages. C'est juste que souvent, nous, on ne les reçoit pas. Mais pour ici, ça devient important. Parabole par foyer. Première des choses, c'est que quand j'amène mon curseur sur l'outil, comme information, on me dit créer une parabole par foyer. C'est très explicite. Je clique là-dessus. Ça me dit sélectionner un point ou cliquer pour indiquer la position du foyer. Donc, la première chose à faire est de cliquer un point pour le foyer. Ensuite, on me dit sélectionner un point ou cliquer pour localiser la position du sommet. Donc, j'ai le deuxième point qui est mon sommet. On me dit sélectionner un point ou cliquer pour indiquer la position du point de départ de la parabole. Donc là, dépendant de l'endroit où je vais me placer par rapport aux deux premiers points sélectionnés, je vais être sur la parabole que je suis en train de faire et je vais pouvoir ensuite tracer la partie de parabole qui m'intéresse. OK? Donc ça, c'est la façon dont ça fonctionne. Focus, sommet, puis 2 points sur la parabole. J'ai un petit exercice ici qui s'appelle Reflector. Ou petite pièce simple, pièce de révolution, OK? Ça se veut ceci. Une espèce de petite pièce en laiton, OK? Qui va, réflecteur là, pour une espèce de locomotive à vapeur faite en bois. C'est de là que l'exercice et l'idée de fouiller ça un peu vient. Mais c'est surtout que dans la définition de ce réflecteur-là, ben, la courbe qui est ici est une parabole, définie par focus. Une parabole, pardon, oui, définie par focus, c'est ce qui est indiqué ici. Et tout ce que je connais de ma parabole, c'est qu'elle fait 375 $ par 500 de haut. OK? Donc, j'ai le problème suivant. On oublie celle-là. OK. Ceci me donne 1 pouce de haut. Et je veux un point, quelque part ici, qui est localisé à 375 et à 500. Et là, on va dire que mon sommet va être à 0, 0. Donc, je vais me faire un point ici à l'origine. 0, Enter, 0, Enter. Donc, j'ai mon point ici, qui est mon sommet. J'ai mon point ici par lequel passe ma parabole. Et là, il faut que je trouve... On va cacher ça pour voir un petit peu ce qu'on fait. Il faut que je trouve mon focus. OK. Donc, je vais arriver avec ma parabole ici. Puis, je vais me placer un premier point à peu près là. Puis, je vais amener ça ici. Puis, je vais m'en aller dans ce coin-là. Puis, je viens de voir que j'ai passé comme pas mal à côté. Donc, il y a des bonnes chances que mon focus soit probablement plus proche du sommet pour que je ramène ma courbe par ici. Donc, on va revenir une deuxième fois, puis on va chercher un focus quelque part ici, avec un sommet toujours là, et là, c'est mieux, mais c'est pas encore tout à fait ce que je veux. Et je peux faire ça pendant un certain temps, avant de trouver la position du focus qui va faire que ma courbe va passer par l'origine et va passer par le point qui est à 3,8 et 1,5. OK? Et ça, malheureusement, ben, c'est tout ce que le logiciel vous donne. Pas de boîte de dialogue, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de... Ben, c'est pas qu'il n'y a pas de calcul, mais c'est que il n'y a pas de boîte de dialogue si vous allez dans l'aide du logiciel, parce que je ne vous ai pas montré ça, mais à un moment donné, vous cherchez de l'information sur une commande et vous voulez trouver de l'aide. C'est sûr que vous pouvez aller dans l'aide de Katia V5. OK? Venir au Home
pour aller voir l'ensemble des ateliers qui sont disponibles. Vous allez dans Mechanical Design, vous allez dans Part Design, vous avez un index dans lequel on peut aller voir si on ne parlerait pas de parabole. Il n'y a pas de parabole. On était en Part Design, mais peut-être qu'il aurait fallu plutôt être dans le Sketcher. Sketcher. Unit Stone. Sketcher. Peut-être que dans Sketcher, j'aurais eu parabole. Parabola by Focus, Creating. OK. Vous allez avoir de l'information là-dedans. Donc, si vous fouillez dans l'aide, avec un peu de chance, vous allez trouver, mais c'est souvent pas évident. Vite, je ferme ça. Je veux de l'aide là-dessus. J'ai un point d'interrogation qui me dit qu'est-ce que c'est. Je clique là-dessus et je viens cliquer sur l'icône qui m'intéresse. On me dit créer une parabole par foyer, plus d'infos. Clique. Et ça vous amène directement là où vous voulez aller. Ça va pas mal plus vite. OK? Donc, ce petit outil-là, qu'est-ce que c'est? Peut être pratique. Des fois, on vous dit qu'est-ce que c'est, puis il n'y a rien d'autre, là. Mais, dans bien des cas, ça va être pratique. Maintenant, j'ai toujours mon problème de parabole. Donc, on va faire un petit peu de tableau. Malheureusement, ça ne sera pas enregistré, mais la voix risque de l'être un petit peu. C'est que, comme je vous disais, le dessin que je vous ai montré tantôt, qui est le réflecteur, provient de plans que j'ai achetés un jour parce que je me disais que j'aurais probablement le temps de finir ça, puis je n'ai jamais eu le temps. Ça viendra quand je serai vieux et à la retraite. Mais je voulais faire ce réflecteur-là pour une locomotive en bois. Et quand je suis arrivé à dessiner ma parabole que je veux comme ceci, ben, j'ai commencé à chercher des points de focus, puis je ne suis pas vraiment arrivé, donc je me suis tanné. Puis j'ai trouvé que c'était un petit peu défaillant comme outil, parce que on cherche un peu. Là, je me suis dit comment je peux faire une parabole. Donc, il a fallu retomber sur la base et dire qu'une parabole est définie avec une forme AX2 plus BX plus C. Vous avez tous vu ça quelque part? Okay. Mais là, c'est quoi l'équation de la parabole qu'on prend dans le quatrième? J'en avais aucune idée. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai une équation avec 3 inconnus. Donc, comment est-ce que je peux résoudre une équation à 3 inconnus pour trouver les valeurs de mes inconnus? 3 équations différentes, système d'équations, résolution de système d'équations. Si vous avez fait ça, des matrices de déterminants, Excel fait ça très bien. Un petit peu de temps, mais Excel fait ça très bien. Donc, j'avais déjà un point, 0, 0. J'avais mon point 375, 500. Et je me suis trouvé un autre point avec un certain nombre de décimales pour m'assurer une certaine précision là-dessus. Et j'ai sorti 3 équations, y égale à x2 plus bx plus c, avec les valeurs de coordonnées que j'avais pour mon x. OK? Et en résolvant tout ça, j'en suis arrivé à la conclusion que dans Katia, la formule de parabole, c'est simplement y égale à x carré, parce que b et c sont équivalents à 0. Donc, au moins, j'avais fait cette bout-là. Ensuite de ça, c'était bien beau, j'avais mon équation de parabole, mais ce qui m'intéressait, moi, c'était de savoir quelle était la position du focus. Et cette dimension-là a une équation que je ne me rappelle jamais, qui est liée évidemment à C, liée à B, et liée à 1 sur 4A. Donc, avec ça et avec ça équivalent à 0, ben, ça veut dire que ce que nous, on a besoin pour travailler, c'est F est égal à 1 sur 4A. Donc, avec cette petite équation-là et cette petite équation-ci, je peux repartir avec mon point ici qui est 0.375, 500. Ça, c'est mon X, ça,
c'est mon Y. OK? Et de ceci, je peux obtenir que A est égal à Y sur X carré. Dans ce cas-ci, qui serait égal à 0.5 sur 0.375 au carré. Une fois que j'ai mon A, je le ramène ici et on va dire que la distance F qui m'intéresse est égale à 1 sur 4 fois 0.5 sur 0.375 au carré. Et ça me donne quelque chose qui me permettra de placer un nouveau point, disons ici, de coter ce point-là par rapport à mon origine et de venir utiliser mon point calculé avec mon sommet et de, j'étais pas loin, de faire passer ma parabole par le sommet qui m'intéresse. 3 heures pour trouver ça. Là, je vous l'ai expliqué, ça a pris 10 minutes. J'aurais pu vous donner 2 questions, j'aurais pu vous donner 2 formules et vous dire ça marche de même. OK? Dans le chapitre sur le SketchUp, pour la parabole par focus, vous allez avoir ces équations-là et cette explication-là. C'est ce genre de niaiserie-là que vous allez retrouver dans le livre, si vous l'avez. Il y en a qui l'ont acheté? Ils ont commencé à lire un peu? Non? Dans l'autre groupe, il y en a quelques-uns qui l'ont. Ils sont allés le chercher. OK. Donc, parabole par focus, comme ça que ça marche. OK? Hyperbole par foyer, c'est pire. Parce que l'hyperbole par foyer va vous demander de localiser le foyer, de localiser par la suite la position de votre centre, et ensuite de ça, les angles pour votre sommet, votre début de parabole, votre fin de parabole, d'hyperbole. Donc, un certain nombre de valeurs comme ça. Là encore, dépendant de ce que vous voulez obtenir, la localisation du foyer est comme importante. OK? Et pour faire le calcul de ça, c'est pas moi qui l'ai fait parce que je suis pas assez mature pour ça, j'ai réussi à mourir. Donc, j'ai un copain retraité, dont vous avez vu le nom sur votre cahier de force et contraintes, qui s'appelle Duc Dohan, à qui j'ai sous-traité le problème. Puis il m'a retourné une belle équation qui est longue de même, qui est écrite dans le livre aussi, si jamais vous en avez besoin, elle est là, dans le point suivant de celle qui parle de parabole par foyer. En tout cas, c'est comme ça que se traitent vos hyperboles par foyer. Et finalement, si vous voulez travailler avec des coniques, les coniques ont la particularité de se définir à partir de droites. Tout simplement parce que si je prends une première droite ici, une deuxième droite ici, ben, le conique que vous allez fabriquer à partir de ça, parce que là, vous pouvez encore localiser un dernier point pour votre conique. OK? La courbe que vous allez faire ici doit être tangente à cette droite-là et ne peut la traverser. Donc, on va souvent se servir de ça dans un contexte où on a vraiment des limites planes, puis on veut être sûr de définir une courbe que s'il n'y aura pas de chaque bord de cette ligne-ci, ce qu'une spline pourrait vous donner ou ce qu'un conique pourrait vous donner. Donc, en le faisant avec un conique, de cette manière-là, je m'assure que je ne traverserai jamais cette ligne-là. C'est une asymptote que j'ai ici. OK? Ben, une asymptote. Elle se termine au point qui est là, mais je veux dire, plus ça va être long, mais plus ça va être asymptotique. OK? Donc, ce sont les courbes plus évoluées que vous allez retrouver dans le groupe des splines. Des coniques. OK? Ensuite de ça, on retrouve les droites. Ben, les droites, c'est principalement toujours la même chose. Donc, si vous prenez le menu droit, si vous prenez droite, ben, vous avez besoin de 2 points, tout simplement. Sauf que si vous passez aux droites infinies, ce qui peut être pratique dans certains cas, vous allez utiliser 2 points. Oups. Première des choses, droite infinie a des sous-options. Donc, vous avez soit une droite infinie horizontale, verticale ou définie par 2 points.
Donc, si vous y allez par 2 points, vous allez choisir 2 points quelque part, mais vous allez avoir une droite infinie. Ce qui implique que vous allez redécouper ça plus tard, éventuellement. On s'entend. Une droite infinie finit par être finie. OK? C'est-à-dire que votre résolution graphique va faire qu'à un moment donné, vous allez voir que la droite n'est pas nécessairement complète, mais si on devait venir travailler ici et qu'on demandait l'intersection de notre droite, on pourrait couper ceci. Hop. Non. Mauvais exemple. Mais ma droite infinie a une certaine valeur. Il faudrait que je revienne là-dessus. Bon. On ramène ça avec ceci. Et avec ceci. Voilà. Comme ceci. Vous avez des droites qui sont bitangentes. Et il faut faire attention aux droites bitangentes parce que c'est peak sensitive. Ce qui veut dire, je vais juste me remettre un tout petit cercle là. Bon. Peak sensitive dans le sens où, si je me dessine 2 cercles pour illustrer la commande, OK. Bitangente, si je sélectionne mes 2 cercles par leur partie supérieure, c'est ceci que j'obtiens. Si je vais par la partie inférieure, c'est ceci que j'obtiens. Si je vais par la partie inférieure de celui-ci et la partie supérieure de celui-là, c'est ça que j'obtiens. Et si j'y vais dans l'ordre inverse, c'est ce que j'obtiens. Donc, dépendant de l'endroit où vous allez cliquer sur votre élément, ben vous pouvez avoir des résultats qui sont différents. OK? On efface ceci et on parle de l'élément suivant qui est une bisectrice qui me demande 2 lignes de référence pour en définir une 3e. OK? Et finalement, avec différentes options. Attendez un petit peu, on va y aller comme ça, comme ça. On va essayer d'y aller comme ça. Il y a un certain nombre de sous-options à ça. Là. OK. Donc, ici, j'ai la possibilité de créer une droite orthogonale à une courbe. Donc, si je veux, on me demande de sélectionner une courbe ou un point, donc je pourrais sélectionner un point d'abord et il va reconnaître la droite à laquelle le point appartient. Donc, je viens de me tracer une ligne à 90 degrés par rapport à ce que j'avais ici. Si par contre, je prends ce point-ci, ben, il va reconnaître qu'il y a le point sur le cercle et il va me tracer ce qu'il y a là. Okay? Si je sélectionne le cercle lui-même, ben, c'est le point de sélection qui va faire que ma droite est orthogonale. Donc, dans un cas comme ça, ben, je vous recommande peut-être plus de créer le point avant. Okay? C'est pas mal plus flexible parce que là, je suis accroché. Je suis accroché à rien. C'est là que j'ai cliqué. Okay? Donc, si vous avez à faire ce genre de choses-là, ça vaut la peine de le faire. Mais vous avez un outil pour faire des droites orthogonales. Okay? Quelque chose de semblable pour les points. OK? Parce que les points, les lignes, c'est quelque chose que vous allez utiliser extensivement quand même dans vos créations. Là. Donc, point, point, bon, c'est des clics. OK? Par coordonnées, ben, vous avez le loisir de rentrer des valeurs numériques dans une table. Et oui, ça va vous créer les contraintes associées à ce que vous avez entré. Vous pouvez être intéressé à créer des points sur un élément. Donc, vous voulez prendre cette ligne-là, dont on ne connaît pas la longueur. OK? Et on veut créer sur cette ligne-là 8 points. Donc, point ici, je sélectionne ma ligne. J'en veux 8. Et je dis OK. Donc, j'ai mes 8 points. Ce qui veut dire que si je rajoute les 2 bouts où les points ne se sont pas faits, ça m'en fait 10. OK? Et si j'ai 10 points, j'ai 9 segments. Donc, si je cherche à diviser en 8 segments, okay, ben, j'aurais besoin de 9 points total, ce qui veut dire que j'en demanderais 7 sur ma courbe.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut faire un petit peu de calcul si on veut utiliser ça de cette façon-là. Mais ça va vous donner exactement ce que vous désirez. OK? Ensuite de ça, il peut se produire que simplement par votre géométrie, ben tiens, en fait, je pense que j'avais ce qu'il faut. Wow! Attends, on va s'aider. Simplement par votre géométrie, vous voulez créer des points aux intersections de vos entités. Donc, la sélection de deux entités vous donnera un point à l'intersection. OK? Et il peut se produire aussi que pour fin de construction, ben, vous avez besoin de projeter un point. Donc, vous pouvez projeter ce point-là sur cette ligne-là. Et ce que ça va faire, c'est que ça va vous projeter votre point de manière à ce que sa direction soit perpendiculaire à l'entité que vous projetez. OK, donc je projette ici. Et je projette sur un cercle, ce qui va me faire passer, juste pour le montrer, là, la projection par le centre, automatiquement. OK? Donc, avec ça, on a comme pas mal tous les outils de dessin. Avec ça, il n'y a plus de raison, une fois que vous les aurez essayés, de ne pas être capable de produire la géométrie que vous voulez dans une esquisse. Mais, ce qui va se produire maintenant, c'est que vous allez avoir à modifier ou à altérer cette géométrie-là. Et ça, on peut le faire de différentes façons. OK, donc j'ai encore besoin de quelques lignes, quelques arcs. OK. Donc, on a vu, mais je répète, ça vaut la peine. Bon. On a vu l'outil de relimitation et on se rappelle qu'il y a des sous-options qui apparaissent quand je le sélectionne. OK, donc je peux relimiter deux éléments, comme ceci. Ou je peux choisir de relimiter seulement le premier élément que je sélectionne, comme ceci. Donc à ce moment-là, il me reste l'autre partie pour travailler avec. Je peux décider de briser deux éléments ou un élément par rapport à un autre, ce qui fait que maintenant j'ai un segment ici et un segment là. Okay. Cependant, je vous avais mentionné que si ces deux outils-là étaient les deux premiers outils qu'on avait, il s'est rajouté à un moment donné l'outil qui s'appelle effaceur, qui m'offre la possibilité de faire disparaître le bout d'un élément jusqu'à temps, ben finalement, le bout qui va se rendre à la première intersection. Ou, à l'inverse, le bout qui est entre deux éléments. OK? Cependant, veuillez noter que l'effaceur a lui aussi des sous-options. Donc, par défaut, il va effacer la partie centrale entre deux autres éléments si je sélectionne ici, ce que je viens de montrer. Mais, je pourrais très bien demander de conserver la partie centrale et d'effacer ce qui dépasse. Comme je pourrais demander de tout conserver et de simplement sectionner mon élément pour obtenir cette partie-là ou cette partie-là. OK? Donc, ces sous-options-là, je ne surlignerai pas ou soulignerai pas ou jamais suffisamment leur usage. OK? Quand vous utilisez une option, regardez ici, là, et assurez-vous que cette barre d'outils-là est présente. OK? D'ailleurs, je répète, ou en tout cas, je m'assure que je répète, le truc, si jamais cette barre d'outils-là décide de partir et que vous la cherchez quelque part, vous pouvez aller dans affichage, barre d'outils personnalisée, aller chercher vos barres d'outils ici dans l'onglet barre d'outils et faire rétablir les positions. Ce qui va renvoyer toutes vos barres d'outils à l'endroit où elles sont apparues quand vous avez démarré le logiciel. Donc, je vous disais que vous pouviez aller dans le menu contextuel ici, au-dessus des icônes personnalisées. Vous arrivez au même endroit.
Vous pouvez aller dans Affichage, barre d'outils personnalisés, même endroit, ou vous pouvez aller dans Outils personnalisés, et c'est le même endroit toujours. OK? Et ma barre d'outils, je la ramène ici. Donc, on a vu l'effaceur. On y va maintenant pour l'outil de fermer l'arc. Donc, j'avais ici un arc ouvert. Donc, fermer l'arc. Je vais fermer mon arc. Donc, il va me faire un cercle à partir de l'arc. Alors que le complément va vous me donner la partie complémentaire. Si ça m'intéresse. OK? Dans nos outils d'édition maintenant, ou d'opération, ben, on avait parlé déjà des congés. OK? Donc, le congé va vous permettre de créer un arc tangent à deux éléments et par défaut, va vous découper ces deux éléments-là. Cependant, là aussi, vous avez un certain nombre de sous-options. OK? Donc, vous pouvez relimiter tous les éléments, relimiter le premier élément seulement. Donc, je pourrais obtenir quelque chose comme ceci. Donc, seulement cet élément-là a été découpé. Je pourrais conserver mes deux éléments de départ. Je pourrais faire l'intersection des deux éléments de départ, mais les conserver. Relimiter les éléments de construction, les éléments de départ, mais les rendre éléments de construction. Je le fais parce que ça montre deux choses en même temps. Donc, je fais ceci. Je crée mon arc. Les deux lignes vont se raccourcir de manière à s'intersecter au point qui est là. Mais en plus, les deux lignes vont se transformer ici en éléments de construction. Et finalement, le dernier mode, c'est que je les garde à leur pleine longueur, mais en éléments de construction. Oups, pardon. Je ne l'ai pas fait. Comme ceci. OK? Donc, vous avez une tonne de modes et de sous-modes là-dedans. Vous avez les mêmes modes pour les chanfreins. Je ne les fais pas. OK? Chanfrein me donne par défaut ceci, c'est-à-dire première ligne, deuxième ligne. Ça me crée un chanfrein où sa longueur est cotée et son angle est donné. Seule chose par rapport au chanfrein, au lieu d'avoir longueur et angle comme ceci, en relimitant, je pourrais... Attends un petit peu, où est-ce que j'ai ça? Relimite, si je fais ça et ça. OK. Ici, quand je suis rendu à faire la sélection des valeurs de mon chanfrein, OK, je vous disais que j'avais par défaut la longueur de l'élément, ce qu'on voit ici avec l'angle, mais ça vient du réglage qui est ici, angle et hypoténuse. Je peux aller chercher mes deux longueurs, je peux aller chercher une longueur et un angle. OK, pas de choix. Donc si je veux aller chercher quelque chose comme ça, OK, j'aurai une longueur et j'aurai l'angle ici, par rapport à la longueur du côté. OK. On termine pour tout de suite avec quelques opérations de plus, quelques réglages, puis après ça on passe au solide, puis on passe à d'autres choses après. Donc, je me dessine seulement quelques éléments encore pour pouvoir travailler. Donc, on va dire que j'aurai un cercle, une ligne. OK. Donc, première des choses, miroir. OK. Si vous avez à dupliquer de la géométrie du côté d'un axe de référence, le miroir va vous servir à faire ça. Donc, dans un premier temps, vous choisissez l'élément à miroiter et dans un deuxième temps, votre axe. Notez que l'élément ou les éléments qui sont en contexte de miroir ont des jolis petits icônes qui ressemblent à des petits pois en vert qui apparaissent. Donc, c'est sûr que si je travaille avec un cercle,
C'est pas très dramatique. Sauf que si mon contour à miroiter était quelque chose comme ceci, OK? Et que j'ai tout ça que je veux maintenant miroiter par rapport à ceci, ben là, ça ressemble à un sapin, parce qu'il y a plein de petites branches vertes. C'est surtout que ça me donne des boutons. Ça fait bien des contraintes dans l'esquisse, puis c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus simple à gérer. C'est des façons de faire. Certaines méthodologies vont vous demander de créer vos miroirs dans une esquisse, alors qu'il est possible aussi de créer une esquisse pour la moitié du solide, créer l'opération solide et par la suite aller faire le miroir en 3D. Ce que moi j'aime mieux. Mais les deux façons sont faisables. Oui? Est-ce qu'il y a moyen de cacher les contraintes? Oui? Quand on les cache, est-ce qu'ils vont être quand même appliqués? Ah, elles vont être appliquées si elles sont cachées, mais c'est juste qu'à un moment donné, tu peux vouloir les revoir, puis s'ils sont cachés. De façon générale, on garde nos contraintes visibles. Donc, si on cache quelques contraintes, il va falloir penser de temps en temps à aller voir de l'autre bord si elles sont là. OK? Mais on peut faire ça, de choisir, par exemple, le V qui est ici, ce n'est pas une contrainte de miroir, mais j'ai choisi cette contrainte-là et j'ai simplement choisi ici de cacher afficher, comme je pourrais sélectionner avec le bouton de droite puis faire cacher afficher aussi. Mais ma contrainte est juste passée dans un espace caché et il faut que je la ramène si je veux pouvoir l'éditer. Okay. Donc le mode caché affiché est pratique, effectivement, mais c'est qu'on les veut dans nos esquisses habituellement, nos contraintes. Donc j'ai fait le miroir, mais à côté j'ai une symétrie qui est semblable, et là c'est important de juste regarder un petit peu mieux les icônes. Il y en a un qui me présente deux fois la forme avec des lignes continues, alors que le deuxième me montre une forme en continu et l'autre en pointillé. Tout simplement parce que la symétrie va me permettre de transférer un élément d'un côté à l'autre d'un axe. OK, ça peut être intéressant ça quelque part. J'amène une esquisse qui vient d'ailleurs, d'un autre modèle peut-être, puis je n'ai besoin à l'envers, donc je l'amène, je la miroite, ou je la symétrise, et j'utilise comme je n'ai besoin. OK? Ici, les 4 prochaines opérations m'offrent une boîte de dialogue dans laquelle, en partant, il y a un mode de duplication. Donc, si je ne fais pas attention, je ne vais pas juste déplacer l'objet, je vais le copier. OK? Donc, si je suis en mode de duplication, par contre, je peux décider de faire une copie comme je peux décider de faire un certain nombre de copies. Donc, je pourrais, parce que là, je sélectionné le mode de translation. Donc, je pourrais prendre cet élément-là à partir de son centre et de le copier à une certaine distance et d'en obtenir 5 copies. OK? Mais je peux décider aussi de prendre le même composant de transformation et sortir le mode de duplication, prendre mon élément, prendre un point et simplement le... Oups, attends un peu. De ce point-ci, juste le déplacer comme ceci. OK? Donc, ça marche pour les translations. Ça marche pour les rotations aussi. Je pourrais être en mode de duplication, demander 7 copies de cet élément-là par rapport à ce point-ci d'un certain nombre de degrés. OK? Quelque chose du genre. Je peux décider de faire des mises à l'échelle, ce qu'on appelle communément un scale. Donc, là encore, dans le cas d'une mise à l'échelle, il vaut, parce que je ne peux pas sélectionner 22 éléments. Je sélectionne et après ça, j'ai besoin dans ma deuxième sélection, j'ai besoin d'un point de référence pour être capable de faire le scale. Donc, si par exemple, je veux faire le scale de cette forme-là, je suis mieux de la présélectionner et d'aller chercher le scale. Ou là encore, j'ai un mode duplication ou pas. Si je le sors, que je prends ce point central-là, je peux décider d'agrandir à un facteur de 3. Pardon. Comme ceci. OK? Donc ça, c'est la mise à l'échelle.
Et finalement, le dernier mode, c'est un mode de décalage où il m'est permis de pardon, faire une copie parallèle de mon élément à une distance qui était stable. Donc, j'ai mis 3 points quelque chose, je veux 1. C'est sûr qu'il faudrait qu'un des deux éléments soit fixe là, pour que ça soit plus fiable, mais ça bouge. OK? Bon, je rajoute 2-3 petites choses. On termine avec la partie sketch, puis on passe au solide. Bon. J'ai un certain nombre d'éléments à mon écran et j'ai des éléments qui ont été... en fait, je vais en rajouter quelques-uns pour que on ait quelque chose de fiable à travailler avec, qu'on voit ce qui se passe. OK. J'ai des éléments verts. J'ai des éléments blancs. J'ai des éléments qui ont des contraintes de coïncidence, verticalité, horizontalité, tangence. J'ai des contraintes et j'ai des couleurs. De façon générale, dans chaque groupe, au moins 2-3 étudiants vont m'arriver en même temps à mener en me disant j'ai plus de contraintes, je vois plus mes contraintes, je vois plus mes couleurs, tout est en blanc. Dans vos outils d'esquisse, OK, vous avez 2 petits boutons ici qui sont par défaut allumés. Le premier traite les contraintes géométriques, parallélisme, horizontalité, verticalité, tout ça. OK? Si vous sélectionnez ceci, c'est-à-dire si vous désélectionnez ceci, quand vous allez créer des éléments, les relations du Smart Picking, qui est ce mode-là, là, qui permet de s'accrocher ou de faire une ligne bleue quand elle est horizontale ou verticale, ça va être reconnu, mais ça ne sera pas appliqué. Ce qui fait que si je déplace mon élément, après, ben, ça va bouger. De la même façon, le deuxième icône, c'est celui des contraintes dimensionnelles. Quand il est sélectionné et que vous utilisez certains outils comme le congé, ben, automatiquement, le rayon apparaît de façon contrainte. Okay? Si vous désélectionnez ceci, vous allez pouvoir créer votre congé, mais il n'y aura pas de valeur. Et parce que ça, c'était désélectionné, je n'ai pas de tangence non plus. Donc, si je fais ceci, ben là, je n'ai plus de congé pantoute. D'accord? Donc, ceci, même si dans certains cas, on se bat avec l'esquisse et que ça pourrait être tentant de désactiver les contraintes, je vous encourage à le garder actionné. OK? Vous êtes mieux de vous battre à apprendre à utiliser l'outil avec les contraintes activées, parce que quand vous allez avoir maîtrisé ça, c'est là que vous allez gagner du temps et ça va se mettre à aller vite. Parce que vous allez pouvoir justement exploiter, vous n'aurez pas besoin de recontraindre dans une deuxième, troisième étape. Première des choses. Mais maintenant, notez ces petits icônes-là avec ces petits icônes-ci qu'on retrouve et qui peuvent jusqu'à un certain point ressembler, sauf qu'il y a un petit œil à côté. Le petit œil est là pourquoi? C'est qu'il m'est possible, pour peut-être clarifier mon esquisse à un moment donné, mais il est possible de faire disparaître les contraintes géométriques. Donc, on regarde les coïncidences verticales, horizontales, tout ça. Il n'y en a plus. Le deuxième bouton, c'est pour les contraintes dimensionnelles. Donc, les valeurs numériques. Il n'y en a plus. Et le troisième bouton à côté, c'est pour les diagnostics ou le code de couleur. Il n'y en a plus non plus. OK? Donc, surtout au début, quand on ne sait pas encore exactement tout ce qu'on fait, ben là, on clique à peu près n'importe quoi, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui déclique tout ça, puis il m'arrive en me disant, ben mon sketch, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus rien, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça. C'est de là que ça se passe. OK? C'est ces icônes-là.
OK? Ça, c'est pour la création de vos contraintes. Ça, c'est pour la visualisation de vos contraintes. D'accord? OK. On sort de là, on va aller faire du solide un peu, puis après ça, je vous laisse travailler. Donc, on va simplement dire que je me fais une première forme toute bête de plaque avec des trous. Donc, je fais une extrusion de 1 pouce et j'ai ceci pour travailler avec. On a parlé de certaines opérations de création. On a parlé des pads, c'est ce que je viens d'employer. On parle... Attends un petit peu. Ce qu'on va faire par contre, parce que tant qu'à faire ça, on va se faire juste un petit exemple supplémentaire. Ça, et... ça, on va aller chercher... Ah, il y a un outil que j'ai oublié de vous montrer. Je vais vous le montrer parce que c'est pas long. Vous en avez besoin si vous voulez faire la coupe. Mes relimitations sont parties. Sont parties où? Ici. Donc on fait sauter ça. Ça. Bien. Ah, c'est cute ça. Bon, ça marche plus, ça marche plus. Ça, on fait sauter ça. OK. Et ça. Intéressant. Ça marche. Ça marche. En mode comme ça va aller là. OK. Et ça. Ah, OK. Ça ici. Là. Là. Ah, OK. Là, 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 là. On épaissit ça beaucoup. Au lieu d'1 pouce, on va mettre ça à 4. OK. Bon. Je mets ça comme ceci parce que je vais vous montrer des opérations comme soit celle de poche ou celle de trou qui fonctionnent à peu près de la même façon. C'est-à-dire que si je m'en viens ici, me créer une forme de ce genre-là, et que je crée une poche avec l'esquisse qui est ici, j'ai un certain nombre d'options. OK? Et j'ai aussi des options cachées. Donc, c'est peut-être pas une mauvaise habitude, là, surtout au début, quand vous apprenez à utiliser l'outil, d'ouvrir pour regarder tout ce qui est disponible. Donc, on va travailler simplement avec ces options-là pour tout de suite. C'est que par défaut, j'ai une longueur. Donc, si je prends ce contour-là, avec une longueur de 4 pouces, ben, j'arrête ici, à 4 pouces du dessus. Sauf que, au lieu d'avoir une longueur, je pourrais aller chercher jusqu'au suivant, qui va me faire défoncer jusqu'ici, mais il n'ira pas plus loin. OK? D'un autre côté, je pourrais aller jusqu'au dernier, qui à ce moment-là va passer complètement à travers ma pièce. Ou encore, arrêter à un certain plan. Donc, je veux défoncer comme ça jusqu'ici. Donc là, j'ai ma poche qui se prolonge à travers les deux membres qui sont là, mais je ne me rends pas plus loin. Et si j'ai une face plane, je travaille avec jusqu'au plan, mais si j'ai une face qui n'est pas plane, ben, je me rends avec l'autre option. OK? Donc ça, vous allez retrouver ça aussi avec un trou.
Donc le trou, on a vu d'abord qu'on avait différents modes. Je peux avoir un trou simple, mais je peux avoir un trou conique. Un trou lamé, chanfreiné. Vous avez tout le temps un petit icône là, qui vous montre un petit peu qu'est-ce qu'il y en a. Et pour certaines de vos options, comme par exemple le trou chanfreiné, remarquez que par défaut, pas chanfreiné, pardon, lamé, il y a un petit point rouge ici. Là. Donc le point d'accrochage ou le point qui va vous servir à définir la position ou la profondeur de votre trou va être en haut. C'est l'extrémité. Mais vous pourriez utiliser ce point-ci aussi, qui serait le point à partir duquel vous allez vouloir définir la profondeur de la partie cylindrique du trou. Okay? De façon générale, on parle d'extrémité, mais vous pouvez vouloir l'autre. Donc, quand vous allez aller chercher des options comme un lamage, comme un chanfrein, vous allez avoir des sous-options ici. Donc, si on revient dans l'extension de départ et que je dis que je veux avoir un trou borgne, donc qui ne défonce pas, qui va faire 1 pouce de diamètre, qui va faire 3 pouces, là ça bug à cause du type, là on va revenir tantôt, 3 pouces de profond, on va revenir ici mettre un diamètre de 1 pouce, 0.5, avec une profondeur de 0.25, pour pouvoir venir changer le diamètre ici à 1 pouce sans que ça bug, ok? Et par défaut, ce que j'aurais, c'est quelque chose comme ce qu'on voit ici. Okay? Donc, mon trou se prolonge sur 3 pouces à partir de la profondeur et le 3 pouces est calculé à partir du point en haut. 1 pouce de diamètre et j'ai un fond plat. Pas impossible, sauf que c'est un trou qui se fraise, ça. Okay? Et qui va se faire habituellement par commande numérique parce que rentrer en plongeur avec une fraise dans un outil, dans une pièce, ça vous prend une fraise spéciale, sans ça bout à brûler, c'est pas très long. J'en ai une dans mon tiroir de bureau que je pourrais vous montrer pour ça. Donc, si votre trou n'a pas cette précision-là et que vous pouvez vous permettre de la faire d'une façon plus économique avec un forêt, vous pensez à changer le fond pour avoir un fond en V. Je vais vous le montrer aussi. OK? Et là encore, ceci, c'est applicable dans le contexte d'un trou borgne. OK? Donc, mon trou ressemblera à ceci. Sauf que si je fais jusqu'au suivant, ben c'est exactement le même comportement que tantôt, c'est-à-dire que jusqu'au suivant, ça passe à travers ce bloc-là. Jusqu'au dernier, ça passe à travers toute ma pièce. Jusqu'au plan, ça me permettrait d'arrêter peut-être ici. Donc ça a disparu de là et de là. Et finalement, jusqu'à la surface, ça va me permettre de me rendre jusqu'ici sans défoncer plus loin. OK? Donc, c'est ce genre de petit truc-là qui, à un moment donné, ben, vous évite d'avoir à faire le même job ou des choses du genre. Donc, vous avez ce comportement-là pour les poches, pour les trous. Vous ne l'avez pas pour les pads. Ben, ouais, vous avez, oui. Oui, vous pourriez avoir encore le même genre de comportement. Donc, à chaque fois que vous le voyez, c'est tout le temps la même chose. Maintenant, je ne vais pas tout de suite dans les sous-options de ça parce que c'est des choses qui fonctionnent, mais qui sont juste complémentaires. J'aime mieux vous faire travailler sur la géométrie de base. L'outil ici, qui s'appelle Révolution, me demande, pas nécessairement. Je veux rajouter sur cette plaque-là une partie qu'il faudrait que j'usine. OK, la question est toujours de savoir comment on va usiner ça, là, mais je voudrais être capable de faire une forme qui soit un solide de révolution. Donc, je peux me permettre de dessiner ma forme. Comme ceci. Et si ce n'est pas nécessaire, pas si ce n'est pas nécessaire, c'est-à-dire que si la géométrie qui va me servir de référence pour ma révolution est existante, je n'ai pas besoin d'utiliser l'option axe qui est dans mon esquisse. Mais à l'inverse, si j'utilise cet axe-là, ben, j'ai deux choses qui sont intéressantes. Première des choses, c'est que parce que j'ai mis un axe dans mon esquisse, l'axe est considéré un petit peu comme une ligne de construction. Quand vous allez sortir de l'esquisse, on ne la verra pas. Sauf que, quand vous allez vouloir utiliser une révolution,
et que vous allez prendre votre esquisse, qu'est-ce qu'il va reconnaître qu'il y avait déjà un axe dans l'esquisse et il ne vous posera plus de questions, il va vous permettre de faire votre géométrie, tout simplement. OK? Première chose. Deuxième chose, si vous avez un axe et qu'on veut modifier la géométrie comme ceci, disons, en disant, OK, je vais avoir un petit plat là et je veux que ce plat-là ait un diamètre de 0.9375. Donc, quand je vais coter la position de la ligne par rapport à l'axe, par défaut, je vais avoir le rayon. C'est sûr que, OK, dans CATIA, vous pouvez souvent faire ça. Si vous avez une valeur entrée, OK, vous savez que vous pouvez double-cliquer sur votre valeur, vous avez une petite table, puis vous pouvez rentrer ce qui vous intéresse. Là, je cherche un diamètre de 0.9375. Donc, le rayon de ça, c'est 0.4675, quelque chose peut-être, je ne sais pas, il faudra le calculer, mais c'est surtout 0.9375 divisé par 2. 0.46875. C'est ça la valeur. Mais plus que ça, c'est que c'est une pièce hybride que je fais. OK? Donc, je veux un rayon de quelque chose, mais qui me donne un diamètre non pas de 0.9375, mais un diamètre de 23 mm. Donc, c'est sûr que je pourrais faire le calcul, puis le mettre là, ou je peux taper 23 mm. Et ça va calculer 0.9055 en valeur. OK? Mais j'ai toujours des rayons que je cote. Moi, c'est un diamètre que je veux. Donc, quand je vais coter, si j'utilise une ligne d'axe dans mon esquisse seulement, je peux coter ma valeur et pendant que je suis encore en train de la faire, je clique avec le bouton de droite et je passe de rayon à diamètre. Et là, c'est sûr que je cote dans le vide, mais je cote un diamètre. Donc, si je veux un diamètre de 35 mm, je ne sais pas combien ça donne, mais moi, je tape 35 mm en diamètre, puis ça va me donner le calcul pour avoir le rayon correspondant. OK? Donc, c'est l'idée de la chose. Maintenant, si au lieu... Oups, je vais peut-être attendre un petit peu. Il y a une petite restriction, par contre. Oui, OK. Quand vous allez faire une esquisse pour une révolution, vous vous assurez que votre géométrie ne traverse pas l'axe. Parce que vous êtes en train de reflipper sur elle-même. OK? Puis elle n'aime pas ça. Donc, il faut vous assurer que vous allez avoir quelque chose qui, au mieux, va s'arrêter à l'axe, qui n'a pas nécessairement besoin d'être fermé, par contre. OK? Donc, ça va fonctionner comme ceci. Si au lieu d'avoir créé de la matière, j'avais voulu en enlever, je fais la même chose, mais je travaille avec la gorge, qui est ici. Encore une fois, je prends ma géométrie et parce que j'ai déjà un axe dedans, je viens de creuser ma matière. Ça, usiner ça, ça va être sportif. Avec les arrêts de vivre, là, ça ne peut pas se faire. Okay? Ce que je fais là n'est pas nécessairement un exemple de pièce à modéliser. OK? Donc, vous savez faire des pads, vous savez faire des pockets, vous allez pouvoir tenter quelques révolutions, peut-être des gorges, des trous. Avec ça, vous pouvez faire un bon bout déjà. OK? Mais on rajoute 3 outils, si je vous laisse aller, parce que je veux que vous commenciez à regarder ça. Vous avez une barre d'outils qui s'appelle élément de référence, dans lequel vous pouvez créer des points en 3D. Et par défaut, la façon dont ça fonctionne, c'est que ça vous ouvre une boîte de dialogue. Et dans cette boîte de dialogue-là, vous avez des sous-options. Je ne les passerai pas toutes, là. Mais vous avez la possibilité de définir des points X, Y, Z. Les coordonnées X, Y, Z de votre point si vous utilisez coordonnées. Si vous utilisez sur courbe, la courbe peut être l'arête d'un solide, mais ça peut être une ligne qui flotte dans l'espace aussi. Vous avez la possibilité de déterminer votre distance le long de votre courbe, mais surtout, parce que c'est ce qu'on va utiliser souvent, le vite, point milieu. Donc, ça le calcule pour vous. OK? Vous pouvez créer des points
sur un plan, sur une surface, vous pouvez être intéressé à trouver le centre d'un cercle. Donc, vous voulez un point au centre de ce cercle-là. Vous sélectionnez le cercle et vous allez avoir un point directement dessus. Ça fonctionne aussi pour une sphère dans l'espace ou pour une ellipse. Et vous avez entre deux points. Donc, si vous avez deux points qui existent, par exemple, je voudrais trouver le centre de ce rectangle-là. Ben, avec ceci, avec l'option entre deux points, je pourrais toujours tricher un petit peu en allant chercher le sommet qui est ici, le sommet qui est là, et je cherche le point milieu ici. OK? Il y a des tonnes de choses dans CATIA. Mais plus vous allez connaître ce genre de trucs et d'options-là, ben, plus vous allez sauver du temps, plus vous allez avoir du plaisir à faire ce que vous avez à faire, parce que vous allez juste avoir à exécuter. Là, vous êtes au stade d'apprentissage, mais éventuellement, vous allez exécuter. Et je vous le souhaite. Ça peut être plaisant. OK? Donc, les points fonctionnent comme ça. Les lignes, même principe. OK? J'ai un certain nombre d'options. Notez que si j'utilise, par exemple, quelque chose comme point direction, et c'est applicable pour d'autres sous-options, là, je veux faire une ligne ici, mais qui sort dans la direction perpendiculaire à ça. Ben, la direction perpendiculaire, c'est automatiquement dans mon système d'axe, étant donné que je l'ai fait comme ça, la direction Y. C'est sûr que si j'ai déjà une ligne, je peux aller la choisir et ça me crée un vecteur que je peux modifier. Mais je pourrais aussi créer une ligne point direction, choisir mon point et dire que je vais aller dans la direction X. Et dans la direction ici, si je clique avec le bouton de droite, je vais avoir des sous-options disponibles. Donc, je peux aller chercher le composant X et faire la même chose que tantôt. OK? Donc, je reviendrai sur les options de point, de ligne et de plan, là, mais on a des sous-options de ligne aussi. Pour les plans, par défaut, j'ai un plan décalé, donc je peux travailler à partir d'un plan existant, d'aller à 3 pouces par exemple, ou je peux aller à partir d'une face plane, un solide, et d'aller encore à une certaine distance. Si je veux faire un plan par deux droites, ben, je pourrais créer par exemple un plan qui passe par cette droite-ci et par cette droite-là. OK? Quand je crée un plan, notez que sur le plan apparaît le mot déplacer. Et notez que le plan en tant que tel, c'est simplement une icône. Le plan est infini dans l'espace. Donc mon plan, il est partout. OK? Quand je fais déplacer, tout ce que je fais, c'est de changer l'icône qui représente le plan d'endroit. Mais cette icône-là représente toujours un plan qui passe par ces deux droites-là. OK? Le plan qui est le plus complexe à gérer, c'est peut-être le plan angle normal à un plan. Parce que ici, il m'est nécessaire de définir d'abord un axe de rotation, parce qu'un plan à 45 degrés du dessus de ma boîte, ici, ben, ce que je vous représente avec ma main est bon. Mais si je tourne comme ça, c'est bon aussi. Si je tourne comme ça, c'est bon aussi. Donc, un plan à angle par rapport à un plan, ben, ça me donne une infinité de solutions. Alors que si je suis capable de garder mon plan à angle, mais de le faire passer par une ligne, je veux un plan à 45 degrés, mais qui passe par cette ligne-là. J'ai le choix d'avoir ceci ou j'ai le choix d'arriver par en dessous. Donc ça me donne deux options et c'est pas mal plus facile à gérer. Donc là, j'ai mon axe de rotation, j'ai ma face de référence, je donne mon premier angle. Si je suis chanceux, j'ai ce que je veux. Je demande un aperçu. C'est pas ça que je voulais sortir dans l'autre sens. Donc je m'en viens mettre un négatif ici. Aperçu, c'est ce que je veux, j'accepte. OK? Donc, plan angle, c'est peut-être le plus tordu pour tout de suite. Là. Donc, avec tout ça, vous êtes en mesure de jouer un peu plus. Vous avez plein de modèles 3D. Vous pouvez vous essayer sur n'importe lesquels, sachant qu'au début, ça commence par l'esquisse et qu'on est peut-être au temps de créer des esquisses robustes et bien faites. Mais négligez pas non plus l'opération 3D. OK? Ça va être requis. Sachant que, dans une esquisse, par exemple dans le contexte d'un gasket, vous
vous ne ferez pas une série de cercles comme ça pour les trous de votre gasket. OK? C'est sûr que si vous faites quelque chose comme ça et que vous faites l'extrusion de votre solide pour 100 millièmes, ben ça ressemble à un gasket. Mais pour le principe de la chose, OK? Les trous vont se faire avec des trous. Pour que vous n'arriviez pas plus tard à me faire un trou avec un cercle là-dedans en utilisant un pocket. OK? Parce que l'avantage du trou, ben, c'est que si je me suis trompé ici en demandant un chanfrein de telle affaire, ben, je veux tous mes paramètres à l'intérieur de la même place. Je veux avoir ça, je veux avoir ça 1 pouce, je veux avoir ça 2 pouces de diamètre. Donc déjà, je viens de changer ça. Je ne veux plus avoir un lamage, je veux avoir un chanfrein. Ou je veux avoir une profondeur d'1 pouce à 90 degrés. C'est ça que je vais avoir. C'est pas un trou chanfreiné que je veux avoir, c'est plutôt un trou conique, mais qui va être fait à 1 degré. Donc, 1 degré, c'est peut-être pas beaucoup. Peut-être que je devrais y aller avec 2 degrés. OK. Donc là, on voit que c'est pas mal plus conique. Donc, c'est ça l'idée d'utiliser un trou. Donc, même si c'est dans un gasket que c'est mince, qu'il n'y a pas nécessairement un chanfrein sur un trou de gasket, ça, j'aime à penser que vous faites des trous avec des trous. OK? Et j'aime à penser que vous vous en rappellerez probablement plus à l'examen si je vous dis que de faire des trous comme ça, ça va vous enlever des points. Okay? Donc, il faut faire des trous. Question? Good. Je stoppe l'enregistrement et je vous laisse travailler.